va utiliser deux mots pour nous créer le climat. Je vous dis ces deux mots. Clamor silencium tumultuosum. Un silence bruyant. Vous verrez, c'est du génie, ça. L'écrivain qui sait écrire comme cela est un homme de génie. En effet, ces hommes qui sont là, dont certains attendent la condamnation à mort, pas de bruit, mais ils sont tellement oppressés. Le prétor qui passe sans faire de bruit, ça fait un silence bruyant. Et pour traduire ça en français, un silence qui fait du bruit, il n'y a pas de meilleure formule que la langue classique, silencium tumultuosum. Avec deux mots, il a tout dit. Et c'est ça, la culture classique. C'est de trouver des gens qui ont eu le génie en quelques mots d'aller jusqu'au bout d'une pensée et de la traduire. Monsieur Herriot était un aristocrate, il faut le dire. Ça ne vous gênera pas. Mais c'était un aristocrate qui était avant tout un homme qui était fier d'être élu du peuple. Et je vais vous raconter une petite histoire, puisqu'on est entre amis, que je raconte, je pense, il ne faut pas la prendre d'une façon vexante pour personne. Un jour, M. Herriot me dit, si vous avez quelques minutes, venez donc à la mairie, on vient de me livrer une tenture, elle est admirable, je voudrais vous la montrer, elle est très belle, je vous ai rencontré ça, j'ai dit, M. le Président, bien sûr, avec plaisir, et on part à côté l'un de l'autre, moi tout fier malgré tout de cette marque de confiance et de sympathie, et on monte les escaliers avec effort, moi le suivant plus lentement, mais aujourd'hui je monte avec le même effort, alors je le comprends mieux, et effectivement, on arrive devant la tenture, et M. Herriot commence à me dire, vous voyez, là, l'auteur a voulu faire ça. Bon. Et au bout de 5 minutes, je me tourne, il y avait le préfet qui attendait pour parler à M. Herriot. Et M. Herriot, pas gêné du tout, hein, on me dit, bon, continue. Moi, ça finissait par me gêner. Je disais, je ne pourrais plus jamais voir le préfet. L'autre qui fait le pied cru à attendre pendant qu'on me raconte des histoires, il doit être somptueusement vexé. Et alors, je dis gentiment à M. Herriot, vous savez, Robin, moi je reviendrai voir la tenture, vous savez, je crois que vous avez monsieur le préfet. Il me semble qu'il s'appelait Valette, je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'il s'appelait Valette, ce préfet, je me semble que c'était un nom comme ça. Et je lui dis, il y a monsieur le préfet qui a sûrement quelque chose d'urgent à vous dire, il vous attend. Et j'entends M. Herriot qui, d'une voix forte pour que le préfet l'entende, mais nous sommes les élus du peuple. Le préfet est un fonctionnaire, il n'a qu'à nous attendre. Il doit être à notre disposition. Voilà, il était l'élu du peuple. Et une autre fois, il s'agissait de l'avancement d'un brave garçon qui devait être nommé au second degré ou au troisième degré pour avoir une possibilité de toucher une somme quelconque. Et il téléphone devant moi au préfet qui lui dit « Oh mais c'est pas possible, monsieur le maire, parce que j'ai fait un arrêté ». Le préfet dit « Monsieur le maire, c'est pas grave, vous avez fait un arrêté, vous saurez le défaire ». Bon, et avec autorité, il se tourne vers moi, dites à votre ami qu'il a 2 mois de plus avant d'être mis à la retraite, comme ça. C'était un homme d'autorité. Puis je vous raconte des histoires, je vais vous en raconter une qui ne fera pas plaisir à tout le monde, mais qui est amusante. Une fois, il y avait une grève à la mairie. Il l'avait très mal pris. Mais très mal pris. Il avait considéré que faire une grève à la mairie, c'était se montrer un mauvais Lyonnais. Et il s'était fait donner la liste de tous ceux qui avaient fait grève. Et c'est lui qui me l'a dit, il avait dans son tiroir cette liste. Et chaque fois que quelqu'un lui envoyait un papier, j'ai ma belle-mère qui est morte, est-ce que je pourrais ne pas venir ni vendredi, ni samedi, ni dimanche, vu le chagrin qui m'étouffe?
il y avait sa belle écriture si ferme, il mettait « Le maire de Lyon est en grève, signé libraire ». Et ça a duré 5 ans. Il était tout fier de ça. Ça a duré 5 ans. Il ne supportait pas certaines choses. En effet, M. Herriot était un homme qui n'était pas riche. C'est un paradoxe de dire ça, il n'était pas riche. Je me souviens d'avoir lu certains articles de lui et il disait, ben, oh, j'étais bien content, ils m'ont versé tant pour cet article. C'était pas énorme, mais ça lui faisait plaisir. C'était un homme très économe, mais il n'aurait pas pris un timbre à la mairie si ce n'était pas pour le travail de la mairie. Il était d'une rigueur sur ce point qui était absolument extraordinaire. Un livre qu'on lui donnait ou prêtait, il le regardait non seulement comme un cadeau qu'il fallait conserver, mais c'était un homme qui en même temps considérait que toute chose devait avoir son prix et devait être conservée comme tel. Je vous ai promis de ne pas dépasser l'heure, je ferai attention. Je vais donc en arriver quand même à des éléments qui ont marqué la vie de M. Herriot. Tout d'abord, j'ai été l'homme d'une grande réussite au point de vue politique. Mais c'était un homme d'autorité dans le Parti radical, il ne plaisantait pas. Moi j'avais la chance de ne pas être radical, alors il ne pouvait pas me donner d'ordre, mais il y avait notre pauvre confrère Jules Julien. Oh, de temps en temps, je disais, Monsieur le Président, vous pourrez peut-être aller vous chercher à la gare. Il dit, oh ben, Julien viendra prendre ma valise. C'était bien comme ça. Il était le patron. Et quand on n'était pas du parti, ben, il n'était pas le patron, il était plus gentil, plus coulant. C'était un homme qui était profondément attaché à l'électorat qu'il avait eu. Il était très sensible aux applaudissements. Très sensible aux applaudissements. Monsieur, le pauvre Coindy, qui s'est trouvé maire de Lyon dans cette période dramatique de 1939, est devenu l'ennemi mortel d'Herriot pour un motif que je vais vous livrer. Monsieur Herriot sort de la mairie, il y avait une manifestation, il y avait Coindy à ses côtés, et ce qu'on imbécile n'a pas crié « Vive Coindy » et pas Herriot. Monsieur Herriot n'a plus entendu, dès qu'on lui parlait de Coindy, il voyait rouge. Vous avez beau lui expliquer, mais c'est pas lui qui a crié « Vive Coindy », c'est pire, il l'a fait crier. Bon, c'est écrit, mais à un point tel que M. Coindy, qui était un très brave homme, qui était un type délicieux que j'ai connu et qui était un type parfait à tout point de vue, n'a jamais pu être réconcilié avec Herriot. Jamais pu. Et Justin Godard a été dans la même équipe. D'abord, Justin Godard était le beau-frère de Coindy, ça faisait un petit peu contre lui. Mais comme il s'était assis dans son fauteuil de maire pendant qu'il était déporté, il ne pouvait pas le voir. Et c'était définitif, on lui parlait de Justin Godard, il n'entendait pas. Il ne voulait pas entendre parler. Il était sur ce point, réellement, il avait une coquetterie de jolie femme. Il ne fallait pas, la mairie, c'était, chez lui, il était l'élu du peuple, et effectivement, il n'admettait pas du tout qu'on ait pu, d'une façon quelconque, se comporter à son égard, d'une façon élégante, et il se défendait avec acharnement, et il ne ratait pas ses adversaires avec des formules qui étaient assez savoureuses. Il était, par exemple, il y avait, je connaissais bien à ce moment-là, un certain nombre d'élus socialistes qui étaient en conflit avec lui, et il avait l'art de trouver la formule. Et en particulier, il y en avait eu une formule qui avait heurté au maximum mon ami Benjamin Lévis, qui était un homme qui vivait modestement un peu. Il se tourne vers lui, il lui dit « Le Parti socialiste, restaurant ouvrier et cuisine bourgeoise !» Le pauvre
pauvre Benjamin Lévy avait considéré, lui qui mangeait dans sa cuisine, que c'était quelque chose d'invraisemblable de le traiter ainsi. Et il n'empêchait que sur ses lèvres, ce grand orateur avait le génie de trouver des formules que l'on emportait chez soi en se disant que véritablement il vous avait apporté de quoi réfléchir et de quoi penser pendant plusieurs jours. Il aimait répéter d'ailleurs ce vers d'Alceste, rien n'est plus précieux que la vie, et c'est vrai. C'est une grande pensée, rien n'est plus précieux que la vie, ce qui lui permettait de hiérarchiser les choses. Et il ajoutait, la bonté commence où finit la justice, et il ajoutait ceci, il n'y a pas de petite injustice. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase, il n'y a pas de petite injustice. On est tellement dans notre vie moderne acclimaté à des gens qui vous disent « Oh, bon oui, c'est pas juste, mais que ça, c'est pas bien grave. » Il n'y a pas de petite injustice. Et quoi qu'il ne fasse pas son pain quotidien de Lamartine, il avait sélectionné dans les pensées de Lamartine des plus belles, il faut se séparer de la foule pour penser et s'y confondre pour agir. Et je pense que c'est la belle formule de l'homme politique. Les circonstances font qu'actuellement, je termine un livre sur Jules Favre. Jules Favre, c'est un homme qui a été un des pères de la troisième, et je retrouve des pensées d'Hériot chez Jules Favre, et Hériot avait une admiration pour Jules Favre, de se dire toujours, quand on n'est pas du côté des plus pauvres, des plus modestes, des moins nantis par la vie, c'est à ce moment-là qu'on se trompe. Il faut toujours jouer la carte des pauvres. De ceux qui n'ont rien, on est sûr de ne pas se tromper à ce moment-là. Et c'était une pensée d'Hériot qui était sienne, et quand il s'est trouvé, en 1940, mis sur la touche, il a été d'une dignité extraordinaire. Savez-vous un peu pourquoi? Il avait été élu président de la Chambre. Il n'avait jamais, on ne lui avait jamais enlevé son titre, il s'est toujours considéré comme un mandataire de la nation, président de la Chambre. Et il n'a jamais voulu avoir une attitude qui ne soit pas digne du président de la Chambre. Il a eu tous les ennuis. Il ne disait pas grand-chose, mais il le supportait avec une dignité extrême. Il avait été reçu à l'Académie française par Jérôme Tarot, et qui était son ami. Et quand il a disparu, son éloge a été fait par Jean Rostand. Jean Rostand, d'ailleurs, est venu à Lyon, et Jean Rostand a fait tout le discours qu'il a prononcé pour faire l'éloge d'Édouard Herriot. Il l'a fait en tenant compte de ce souci de l'instruction. Il avait choisi comme élément essentiel de son discours l'instruction. Et il a rapproché sur ce point de Renan la pensée d'Herriot qui était celle de donner aux classes, à toutes les classes de la société, l'instruction. Je sais, répétait Herriot, donc tu dois savoir, je pense, donc tu dois penser, voilà le grand cogito social. Herriot fut donc un homme qui quelquefois a été incompris. Mais ici, il y a mon ami Jean Godnet, que je connais bien et qui a été au Chartreux avec moi.
Qu'est-ce qui a permis le rachat des Chartreux? C'est M. Herriot, qui a permis à cette institution d'avoir 3000 élèves actuellement. Et 3000 élèves, et j'ose dire que cette institution où nous avons été nous a appris un esprit de tolérance, de respect de la pensée du tout exceptionnel. Eh bien, c'est lui. Et je vais vous raconter quand même quelque chose là-dessus. Quand les Chartreux ont pu racheter pour le prix d'1 million tout ce pâté d'immeubles, il y a eu une manifestation. Et j'ai vu M. Herriot, j'étais étudiant à ce moment-là, j'étais au collège, j'étais en seconde en rhétorique, je me souviens plus bien. Et M. Herriot est venu. Et il y avait tous les hommes de droite de la Fédération républicaine qui mettaient à part M. Herriot, celui qui avait fait le bonheur de tout le monde, dont on fêtait le résultat. Personne ne venait lui serrer la main. Moi, j'ai trouvé cela inouï. Et j'avais été, je me souviens, scandalisé, je l'avais dit à certains professeurs. On m'a dit, oh oui, mais non, on rachète sous le prix, c'est des histoires, ça. Vous l'avez racheté, vous êtes bien content d'avoir un ça, et M. Herriot était venu, il est resté à la cérémonie. On ne le saluait pas, il ne saluait pas. Il est parti avec dignité, mais il était venu parce qu'il avait marqué sa place. Voulez-vous, aujourd'hui nous fêtons 30 ans. 30 ans, c'est long, c'est peu. Je ne sais pas si beaucoup de personnes penseront encore à M. Herriot. Je crois que votre présence ici montre que son souvenir existe toujours. Mais je voudrais vous dire quelque chose, et dans cette grande mairie qui est due à vos efforts, mon cher ami, c'est la notion du souvenir que Jean Rostand, qui fit l'éloge d'Édouard Herriot, avait glissé dans son discours et répéta quand il vint à Lyon. J'aime bien qu'on fasse des statues pour rappeler le souvenir des gens. Je ne suis jamais sûr que les statues soient ressemblantes. Et que de fois, voyant une statue, je me suis dit, ben, s'il était comme ça, bon, il n'était pas bien joli. Mais Jean Rostand avait fait un rêve que je vous soumets, que je trouve plein de poésie. Pour rappeler le souvenir de quelqu'un, inutile de faire des statues. Dédiées sur une colline, décrit Jean Rostand, de nobles ombrages, aux membres de ceux qui n'ont pas laissé de dépouille, telle était la pensée d'un spiritualisme si latin et dont la bonté religieuse fait monter des larmes aux yeux. C'est vrai, se dire, ben, dans ce coin-là, je vais me recueillir en pensant à M. Herriot qui est venu du haut de cette colline, à certains moments, penser sur sa vie. Alors on est plus proche de celui qui est disparu que d'une statue de pierre. Et puisque je parle avec cette émotion de M. Herriot, je vais demander à Madame Anne de me pardonner. Je veux dire un mot de son mari qui a été un ami pour moi très cher. Sur beaucoup d'idées, nous n'étions pas du même avis. Mais nous étions du même avis sur un point essentiel, le souci de la vérité et la confiance dans l'amitié. Alors, voulez-vous, je pense qu'aujourd'hui, votre présence ici fait une fête de l'amitié. M. Herriot a été l'ami de ceux qui votaient pour lui. Il a été notre ami aux heures difficiles. Il a eu une vie qui a été une réussite exceptionnelle. Et cette réussite exceptionnelle, il la doit à son immense culture et
à une autre chose, à sa passion pour le travail. Il aimait à citer ces vers de Voltaire que je vous livre en terminant. La nature est inépuisable et le travail infatigable est un Dieu qui la rajeunit. Cet homme qui a apporté tant à notre cité, il n'a su que se reposer en travaillant. Il nous laisse un souvenir qui est un exemple. Il nous laisse des créations dont on doit lui être reconnaissant. Il nous laisse tout ça. Il a été un exemple. Penser à lui, c'est se trouver mieux dans la vie. Quand il y a des hommes comme ça repose d'un certain nombre de rigolos dont on fait les disparitions à la télévision uniquement parce qu'ils chantaient quelques chansons avec un micro, parce qu'ils s'étaient fait chanteur sans avoir de voix. Au moins pour un monsieur Herriot, on ne peut pas le dire, parce que de la voix, il y en avait à revendre. C'est déjà bien. Mesdames et messieurs, y a-t-il quelques invités qui voudraient poser des questions au bâtonnier Perrault? Si c'est le cas, eh bien, allez-y, courageusement. Personne n'a de précision à demander? Non? C'est mon cher bâtonnier. J'ai pas tout dit, mais si j'ai pu amener quelques questions à se poser dans le cœur des gens, j'en suis content. Alors merci pour votre talentueuse Pensez-vous. Et si vous voulez bien... C'était à la bonne franquette. Vers le cœur d'amitié. Jeudi matin à 11h au cimetière de Loyasse, un hommage qui sera rendu par le sénateur-maire de Lyon et les autorités civiles et militaires. Et samedi 28 mars, à la brasserie Georges, à 13h précise, un grand banquet républicain sera présidé par Francisque Colomb et au cours duquel M. le ministre André Rossino prendra la parole. Alors si vous voulez participer à ces agares fraternelles, veuillez vous faire inscrire auprès de Mademoiselle Birol qui sera dans la salle à côté.